Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs. Avec AgriWeb TV, la chaîne dédiée à l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine, je pars dans les fermes prendre le café avec les agriculteurs. J'arrive avec ma table, 2 chaises et mon thermos de café et c'est parti pour une discussion sans filtre avec ces personnalités hors du commun. Bon, ça aurait dû être coca et limonade vu la chaleur qu'il fait. C'est vrai. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Genouillé, au sud de la Vienne, pour rencontrer Dominique Gaborio. Dominique est installé en grande culture, il produit du colza, des cultures fourragères, mais aussi des protéagineux ou des céréales. Je suis partie à sa rencontre car depuis bientôt 10 ans, Dominique s'inscrit dans des pratiques agroécologiques. Alternance des cultures, couverts végétaux, échange avec les éleveurs voisins, Dominique travaille au quotidien pour une agriculture qui combine performance et respect de l'environnement. Il va nous raconter tout ça. C'est parti, c'est l'épisode 5 des Cafés Fermiers d'AgriWeb TV. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi dans ton jardin. Pour démarrer, est-ce que tu voudrais un thé ou un café? Un café s'il te plaît. Allez. Tu prends ton café à quelle heure le matin? Le matin, c'est entre 5h et 5h30. Ok. Et tu es dans quel état d'esprit quand tu le prends? L'état d'esprit que il faut que je me dépêche pour aller au travail. T'es pas du matin? Si, ça va. Ça va, je suis pas du soir par contre. Très bien. C'est quoi ta journée type? Ma journée type, alors dans notre métier, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de choses uniformes. Du moment où on va semer, intervenir donc avec des produits phytosanitaires ou biostimulants, biocontrôle, les interventions se font déjà souvent la nuit pour pouvoir intervenir dans les meilleures conditions, c'est-à-dire hygrométrie, pas de vent. Donc c'est souvent la nuit que je le fais. Donc à partir de là, c'est tôt le matin, souvent tard le soir aussi. Mais bon, après c'est pas toute l'année, c'est des pointes de travail. Plutôt en quelle saison? Surtout, j'ai envie de dire, du mois de mars à novembre. Voilà. Après, la période hivernale est beaucoup plus calme. On va consacrer beaucoup plus de temps à l'entretien du matériel, essayer d'améliorer les conditions de travail, les bâtiments, la mécanique. Et récupérer un peu. Et récupérer un peu. Écoute, on va passer à la première rubrique, c'est « Raconte-nous ta ferme ». Alors, est-ce que tu pourrais nous dire où c'est qu'on se trouve actuellement et nous décrire ton exploitation? Qu'est-ce que tu produis? Eh bien, écoutez, alors voilà, l'exploitation est céréalière sur 206 hectares dans le sud Vienne, donc à côté de Civray, à Genouillé précisément, donc sur une exploitation familiale. J'ai eu mon grand-père avec l'élevage laitier, mon père avec l'élevage bovin. On a dû arrêter l'élevage par rapport à une situation géographique en plein bourg de Genouillé. Donc tous ces bâtiments étaient infonctionnels à l'élevage. Donc mon père avait arrêté l'élevage et j'ai donc repris en 2004 une exploitation céréalière. D'accord. Alors ça a été quoi le déclic pour toi de reprendre l'exploitation? Ça a été naturel ou... Le déclic, pas tout à fait. Alors passé beaucoup de temps avec mon père étant jeune, donc passionné par les tracteurs, conduit le tracteur très tôt, conduire les tracteurs avec les remorques de céréales pendant les moissons, participer aux travaux des champs. C'est pour ça qu'il y a plein de tracteurs chez toi. Je mettrai des vidéos, mais j'en ai jamais vu autant. On est 2 sur l'exploitation, mais c'est vrai que les tracteurs, il y en a quand même plusieurs. Maintenant, le système céréalier a été choisi dès le départ. Voilà. Ok. Et toi, ça s'est fait dans la continuité? Dans la continuité, oui. Oui, dans la continuité. Tu t'es jamais dit que tu allais faire autre chose? Non, on a à un moment hésité à partir sur une autre voie et je suis revenu dans le cursus scolaire au niveau agricole pour reprendre un cycle apprentissage et voilà qui m'a amené à m'installer quand mon père est reparti à la retraite. Voilà, on n'a jamais été installés tous les deux en même temps. Et on a été la matinée ensemble là parce que tu as été lauréat de la Fondation de l'agriculture durable de Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu mets en place sur ton exploitation? Enfin, quelle est ta démarche pour que tu aies été lauréat de ce prix? Eh bien, tout d'abord, la démarche, elle a démarré dès l'installation en 2004, justement où j'évoquais qu'on avait perdu l'élevage par rapport aux circonstances et j'ai voulu réintroduire l'élevage d'une façon sous forme de partenariat.
Donc j'ai été chercher en fait des éleveurs pour qu'on puisse trouver des solutions du donnant-donnant, comme on dit. Donc ça a commencé par des échanges paille-fumier. On avait des prairies, donc on a trouvé des éleveurs pour nous prendre l'herbe sur pied. Donc on a échangé l'herbe de prairie donc, contre du fumier. Et dans un second temps, on s'est rendu compte qu'on avait des périodes creuses entre deux cultures, par exemple entre un blé et un tournesol. Donc un blé qu'on récolte au mois de juillet et un tournesol ou un maïs qu'on va semer au mois d'avril. Donc le premier constat, c'est qu'on voyait des adventices prendre la place. Hein. La nature n'aime pas le vide, donc on a subi ça, alors mécaniquement ou chimiquement, hein, pour détruire toutes ces mauvaises herbes. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas implanter. Alors à l'époque, on ne parlait pas de couverts végétaux, c'était des cultures intermédiaires. Enfin bon, on a composé trois espèces qui étaient l'avoine, la vesse et le trèfle d'Alexandrie. Donc on se met ce mélange, on va dire, et on s'est rendu compte que tout de suite ce mélange donnait un fourrage. Donc on s'est dit, mais là aussi, il nous manque un éleveur pour valoriser ce couvert végétal. Donc on a eu un moutonnier là près de chez nous, une dizaine de kilomètres, qui a aujourd'hui 900 moutons et où il lui manquait de la surface pour la pâture ou voilà, des problématiques de nourriture. Donc on lui a offert nos couverts végétaux. Donc aussitôt, il a compris qu'il pouvait parquer électriquement nos couverts végétaux sur nos parcelles. Il a à la charge, bien sûr, la surveillance et la mise en place des clôtures. Moi, j'ai l'obligation d'implanter un couvert végétal qui lui permet d'alimenter ses moutons. Donc entre nos deux cultures, comme j'ai évoqué ça tout à l'heure, où le couvert végétal va pouvoir se développer du mois de juillet, la plantation. Un couvert végétal, qu'on comprenne bien, parce que qu'est-ce que c'est concrètement? C'est de l'herbe? En fait, c'est des espèces qui vont être complémentaires, qui vont me permettre à moi de, par des légumineuses, capter de l'azote de l'air pour la restituer au sol, donc nourrir mon sol, structurer le sol. Donc on a commencé à remplacer le métal par la racine. Donc on a vu des vers de terre, parce qu'à l'époque, il y a 15 ans, on avait encore recours à un labour très ponctuel devant nos cultures de printemps d'ailleurs, et tout de suite en labourant, on a vu que la structure était complètement différente, où les vers de terre, réapparition des vers de terre, même si on en a tout le temps, hein, que ce soit un système assez conventionnel ou le nôtre aujourd'hui, mais on a vu vraiment une multiplication des vers de terre dans notre sol, et puis je vous dis vraiment l'aspect structurant. Très bien, et bien on va passer à la deuxième rubrique, c'est la rubrique de la question qui pique. Ça m'a un peu parlé, il y a un gros enjeu de nourrir la population, une population qui est croissante, dans un contexte international, on l'a vu, qui est très instable pour mille et une raisons. Est-ce que c'est raisonnable de considérer que d'avoir une agriculture plus durable, plus verte, va pouvoir répondre à l'enjeu de nourrir la population en masse? En fait, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que notre schéma agricole doit produire aussi bien que celui-là de nos parents, voire mieux. Donc voilà, hein, je vous l'ai expliqué par l'allongement des rotations, la diversité des graines, l'introduction donc de carbone au maximum dans les sols, donc avec l'azote naturel du sol. Donc on a nos panneaux photovoltaïques qui sont nos couverts et nos cultures qui permettent aussi de nourrir nos sols. Donc il va falloir jouer sur ces facteurs-là, mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est moins produire. Il faut garder vraiment des niveaux de production. On le répète, une instabilité aujourd'hui de production, vous voyez sur quoi ça influence, c'est très influent sur les cours mondiaux, donc il faut garder cette image. Oui, on change de système, mais il faut garder des niveaux de production identiques. Ça a été le cas sur ton exploitation, entre ce que tu produisais avant et ce que tu produis maintenant? On a oui, des résultats qui sont plutôt relativement encourageants. Et c'est vrai que dans tous ces groupes de travail qu'on a aujourd'hui en place, on partage énormément. Donc on a bien sûr des fois essuyé les plâtres comme on dit, mais tout de suite les gars du groupe sont mis au courant, on essaye de les partager pour éviter, on va les recenser pour éviter de les reproduire. Donc il y a des choses réellement aujourd'hui qui se mettent en place, qui sont plutôt très fiables et qui nous permettent vraiment de garder des niveaux de production assez intéressants et une rentabilité peut-être voire mieux. C'est même sûr par rapport à des schémas conventionnels, traditionnels. Et
Là, on a un bon exemple sur les 3 mois qui sont passés. Il y a eu un épisode de grêle. Là, on est en plein épisode de sécheresse. Est-ce que ces pratiques agroécologiques, ces pratiques durables, elles s'adaptent à ce changement climatique aussi bien que des exploitations classiques ou pas? En fait, de moins travailler le sol, il est vrai que on a moins de problématiques d'assèchement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, travailler le sol, on perd toute la porosité, on déstructure ce que la nature essaye de faire. C'est vrai qu'on s'inspire de la forêt, personne n'intervient dans la forêt, et vous voyez, la nature s'y développe et n'a pas besoin d'intervention de l'homme. Donc c'est vrai qu'on a tendance à prendre un peu aussi de ce schéma-là, mais en tout cas, non. On a moins de problématiques au niveau sécheresse, même si on le subit, mais de ne pas travailler le sol va permettre d'avoir plus de réserves utiles pour nos cultures. Bon, mais écoute, on va passer à la dernière rubrique, c'est la boîte à questions. Je t'ai amené 3 boîtes. Écoute, je te laisse choisir la boîte que tu veux. Alors, celle-ci. Le conseil. Très bien. Et quel conseil tu donnerais à un agriculteur qui voudrait se lancer? Le conseil, donc pour s'en convaincre déjà, oui, alors d'intégrer des groupes de travail, tels qu'on a intégré nous les groupes défis Ecophyto il y a une dizaine d'années, de ne pas partir seul, de se faire encadrer au maximum, d'être accompagné, de consacrer et de sacrifier du temps. Voilà, sur l'exploitation, à partir en formation tel qu'on a pu le faire, parce que sans ça, c'est voué à l'échec. Donc, on ne va pas partir dans un schéma scolaire, mais quasiment, on s'est retrouvé des fois pendant des jours et des jours dans des salles, à tout revoir, tout replanifier, sur le terrain également, bien sûr. Donc l'un va pas sans l'autre, mais en tout cas, voilà, d'intégrer des groupes de travail, de se former. Ok, et de ne pas rester seul. Voilà, et de ne pas rester seul, ouais. Exactement. Eh bien, merci beaucoup pour ton accueil, Dominique, et puis pour l'ombre de ton jardin, parce qu'une dernière, il y avait de l'air, et je pense que j'ai été gagnante par rapport à si j'étais restée à Bordeaux cet après-midi. Au plaisir. Donc encore merci, à bientôt. Merci à vous.